Alors sachez que la caméra est posée sur un trépied qui est lui-même posé sur une poubelle. On est sur une installation du tonnerre. Bonjour, je vous accueille actuellement par terre, sur mon parquet, devant ma nouvelle bibliothèque dont je suis totalement folle amoureuse. Mais aujourd'hui nous ne sommes pas là pour parler installation mais pour parler manga et plus particulièrement de 3 coups de cœur qui sortent, oh mon dieu, miracle de l'agenda, aujourd'hui mercredi 16 septembre. Donc après avoir regardé cette vidéo, vous pourrez très librement, de votre plein gré, foncer chez votre libraire pour les acheter, pour les lire et pour les aimer autant que moi j'espère. Et on commence avec le premier coup de cœur qui est Iruma à l'école des démons de Osamu Nichi aux éditions Nobinobi. Les éditions Nobinobi que je remercie beaucoup puisque comme vous pouvez le voir c'est une épreuve presse donc je suis tenue au secret depuis un petit moment et voilà, là je tenais plus, ça y est, il sort aujourd'hui, je peux vous en parler. Alors Iruma à l'école des démons, quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'il paye pas de mine, hein, c'est un petit bonhomme gringalet avec une tête qui ressemble beaucoup à celle de Deku dans My Hero Academia, mais la série a fait un carton au Japon, il y a plus d'une dizaine de tomes, et l'animé a droit à une saison 2 qui va arriver l'année prochaine, et j'ai déjà très hâte de la voir. D'ailleurs la première saison vous pouvez la voir sur Crunchyroll, moi je l'ai dévoré en une semaine, hein. À moi quand j'aime, je ne compte pas. Et on peut dire qu'avec Iruma, je n'ai pas été déçue, que ce soit au niveau du manga que du niveau de l'animé, puisque c'est déjà absolument trop mignon. Iruma, il suffit de voir sa tête, il est adorable. C'est le personnage mignon par excellence, avec son grand sourire, ses grands yeux qui sont toujours étonnés, et puis les bouilles qu'il fait quand il est en panique, quand il est gêné, quand il comprend pas ce qui lui arrive, c'est juste trop drôle. Donc moi je craque totalement sur Iruma. Mais bon, on a compris que j'aimais beaucoup Iruma, mais qu'est-ce qui y arrive à Iruma justement? Il se trouve qu'Iruma c'est un adolescent lambda comme vous et moi, même si je ne suis plus de toute première fraîcheur. C'est un ado qui est très gentil, très serviable, et qui a le malheur de ne pas savoir dire non. Il a été éduqué, c'est un bien grand mot, mais il a été éduqué par des parents qui sont très profiteurs. Ils ont toujours trouvé le moindre prétexte pour donner toutes leurs tâches et tout leur travail à leur fils. Et à force de se faire traiter comme un vrai larbin, aussi bien par ses parents que par des inconnus, Iruma est devenu une bonne poire, mais alors la bonne poire ultime. Tu peux lui demander n'importe quoi, si tu lui souris, si tu lui dis s'il te plaît, merci beaucoup, il va le faire. Même s'il n'a pas envie, il le fera quand même. Et à force d'être corvéable à merci, ça finit par se retourner contre lui, puisqu'Iruma est vendu par ses propres parents à un démon. L'adolescence commence bien, et dans son malheur, le démon lui donne le choix, gros guillemets, là j'ai le droit de faire ces gros guillemets, puisque soit Iruma accepte de devenir son petit-fils et donc il peut vivre, soit il n'accepte pas cette adoption assez incongrue et le démon lui dit clairement qu'il va finir dans son assiette. Vous vous en doutez, Iruma fait le choix le plus sensé et il devient donc le petit-fils de cet étrange démon qui se trouve être le directeur de Babils, l'école des démons. On s'arrête là pour le résumé parce que je me connais, quand j'aime, je parle beaucoup trop. Mais alors pourquoi j'aime autant Iruma à l'école des démons? Honnêtement, quand on voit aussi bien l'animé que le manga, c'est pas un manga parfait. Mais j'ai beaucoup aimé déjà parce que, je vous l'ai dit, Iruma est mignon, mais le manga en général est mignon. Tout est sujet à mignonnerie, tout est sujet à la comédie, et même les gros méchants monstres se révèlent être de grosses peluches. Même si c'est pas forcément dans leur caractère, c'est au moins dans leur physique, dans leur apparence. Et tout est tourné comme ça en dérision, de telle sorte qu'on ne peut pas avoir peur ni être dérangé par le monde des démons. Même s'il y a des personnages qui ont des caractères très étranges, je vous en dirai pas plus, on peut pas s'empêcher de les aimer parce que ils sont tous sympathiques. Tout est cool dans ce monde, même si c'est très bizarre, même si il y a quand même des cours sur la torture, même si bon, l'humain est par excellence la nourriture préférée des démons, c'est drôle en fait, c'est un monde drôle où on a envie d'aller parce que c'est cool, parce que l'ambiance est sympa et parce que c'est des démons donc ils sont pas prises de tête en fait. Et justement en parlant des démons, j'ai adoré les découvrir parce qu'il y en a pas deux qui se ressemblent. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que même les personnages les plus clichés, les plus stéréotypés, s'en sortent bien, parce qu'il y a toujours un petit revirement dans leur histoire, dans leur manière de faire, qui fait que il y a un décalage. Il y a toujours un décalage avec Iruma, et c'est exactement ça. Sans forcément renouveler le genre de la comédie, du manga fantastique, eh bien, il y a quand même de la surprise. Et le dernier point qui m'a énormément plu avec Iruma à l'école des démons, c'est que Iruma, c'est un peu un personnage type Toru Honda dans Fruit Basket.
C'est vraiment le personnage gentil, bonne poire comme je l'ai dit, qui tend toujours la main, qui a toujours le sourire, qui essaye toujours d'aider les autres. C'est écrit évidemment dans un style beaucoup moins dramatique que Fruits Basket, mais le mangaka ne s'empêche pas pour autant de glisser dans son histoire des thèmes plutôt sérieux, comme le harcèlement scolaire, la différence, les problèmes familiaux. Donc oui, on reste quand même dans le domaine de la comédie, mais ces sujets sont traités avec sérieux, avec respect, et ça apporte une petite touche de douceur, une petite touche d'intelligence dans ce manga que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, je l'aime et je l'aime. On continue avec le deuxième coup de cœur, l'Oxalis et l'or de Eiichi Kitano aux éditions Glénat. C'est certainement le manga dont vous avez le plus entendu parler dans les trois que je vais vous présenter, puisqu'il a été fortement recommandé par Satoru Noda, l'auteur de Golden Kamuy. D'ailleurs j'ai le bandeau, donc je pense que vous aurez le bandeau aussi en librairie. D'ailleurs merci beaucoup aux éditions Glénat de m'avoir envoyé ce petit bijou et le petit bijou qui va suivre. Mais voilà, effectivement, on change totalement de registre après la comédie, le drame, et le drame historique en plus. L'histoire commence en 1849, on est en Irlande au cœur de la Grande Famine, et c'est dans ce contexte particulièrement difficile que va commencer l'aventure d'Amelia et Connor, deux jeunes adolescents qui ont tout perdu avec la famine, ils ont perdu leur ferme, ils ont perdu leur famille, et ils n'ont qu'un rêve, c'est quitter l'Irlande pour aller jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Californie, pour essayer de trouver de l'or. Je ne vais pas me faire plus intelligente que je ne suis, la Grande Famine d'Irlande, j'en avais entendu parler, mais je vous avoue que j'y connaissais pas grand chose, donc... Avec tout ça, j'ai totalement oublié où j'en étais. Nous étions donc arrêtés sur l'histoire de la Grande Famine d'Irlande, et si jamais le sujet vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour découvrir la vidéo de Nota Bene sur ce sujet, qui moi m'a beaucoup intéressé et beaucoup appris. Mais revenons à nos moutons, l'Oxalis et l'or, pourquoi j'ai autant aimé? Déjà parce que le sujet principal, tout simplement, cette période-là, c'est une période que je connais très mal. Il y a beaucoup de mangas qui parlent du 19e siècle, mais particulièrement le 19e siècle anglais. On parle beaucoup des comtes, des lords, etc. Hein, on le voit venir, mais on parle effectivement assez peu de tout ce qui a trait à la ruée vers l'or et à l'immigration, etc. Il y a évidemment des grands récits qu'on connaît sur ces personnes qui quittaient tout pour partir aux États-Unis, mais si le récit reste sérieux, il n'est pas non plus écrit de manière ultra dramatique, il n'y a pas de grandes larmes, etc. Au contraire, les personnages sont extrêmement positifs, il ne leur reste que leur rêve, donc autant s'accrocher à mort à ce rêve, c'est le cas de le dire. Et moi, ce manga m'a beaucoup fait penser aux classiques que je lisais quand j'étais plus jeune, tout ce qui est Oliver Twist, etc., même si c'est pas du tout dans le même milieu. C'est ce souffle épique qui m'a beaucoup plu, qui m'a en même temps instruite, puisque j'ai découvert des choses avec ce manga. Et c'est au final un manga très humain, il y a de l'humour, de la peine, mais il y a aussi, malheureusement, beaucoup d'ironie du sort. Tu es toujours comme ça quand tu lis ce manga. C'est wouhou, les montagnes russes de la lecture. C'est un manga poignant qui, moi, m'a ému, et même si au niveau du dessin, c'est assez classique dans son genre, ça reste quand même très touchant, ça reste très fort. Et en parlant des dessins, justement, on termine cette vidéo avec le troisième coup de cœur, qui a pour le coup un style très original, puisqu'il est signé Ryo Sumiyuchi, il est aux éditions Glénat, et c'est Ashitaka, The Iron Hero. Ryo Sumiyuchi, elle a déjà été publiée aux éditions Glénat, puisque c'est l'auteur de Centaure. Centaure, je vous en avais parlé il y a un petit moment, et j'ai récemment lu enfin les derniers tomes de sa série Centaure. Et voilà, je suis une vague à l'âme depuis. On est dans un monde entre le post-apocalyptique et le steampunk. Dans ce monde, les humains ont évolué et ils ont maintenant ce qu'on appelle des bras d'acier. Maintenant, à chaque nouvelle naissance, les hommes naissent avec deux bras métalliques en plus dans le dos. Alors même si c'est pas forcément beau, ces bras d'acier sont très pratiques. Mais c'est aussi une arme à double tranchant, puisque si on leur arrache ces bras d'acier, la personne meurt. Et comme la vie est imparfaite, il y a ce qu'on appelle des multibras. Ce sont des gens qui sont nés avec plus d'une paire de bras métalliques. Alors attention, hein, ce qui fait que une personne lambda, elle a deux bras de chair et d'os et elle a deux bras métalliques, et une personne multibras, elle a deux bras comme vous et moi et elle peut avoir 2, 4, 6 bras métalliques derrière, quoi. Donc, quand on le voit comme ça fait clairement penser à une certaine bestiole, dont je ne dirais pas le nom, mais voilà, ça peut vite être dérangeant. Et comme son nom l'indique, Ashitaka, c'est le nom d'un jeune garçon multibras qui a été abandonné par sa mère dans la décharge publique derrière sa petite ville, et qui vit depuis avec Geiji, qui est une sorte de
père adoptif, grand frère, protecteur, râleur professionnel. Leur vie n'est pas particulièrement joyeuse puisqu'ils passent leur temps à récupérer des pièces détachées, puisque leurs bras métalliques se détériorent au fil des années, forcément. Leur quotidien est plutôt morne, mais voilà qu'une vieille légende racontant l'histoire du démon aux 100 bras métalliques refait surface dans l'esprit des gens de la ville, et Ashitaka va malheureusement en payer les frais. Le récit étant ultra condensé dans ce premier tome, je vais pas trop vous en dire encore une fois, donc je m'arrête là. J'ai beaucoup aimé, déjà parce que je suis une fan de cette mangaka. Je suis une vendue en gros. Mais plus sérieusement, c'est une mangaka que j'aime beaucoup parce que elle dessine merveilleusement bien déjà, mais surtout elle sait raconter une histoire et elle sait nous prendre aux tripes. C'est toujours écrit d'une manière très fluide, très sensible, pas toujours gentille, ce qui fait que c'est comme avec l'Oxalis et l'or, on est toujours tordu dans tous les sens quand on lit, et ça c'est très dérangeant, mais en même temps ça fait énormément de bien. Si vous suivez Ryo Sumiyuchi sur les réseaux sociaux, vous découvrirez vite qu'elle est une passionnée des animaux. C'est une obsession chez elle, elle adore les animaux aussi bien sur le dessin que dans la vraie vie, et tout ce qui est insectes, tout ce qui est rampant, tout ce qui a plusieurs pattes, elle adore. Donc forcément, dans Ashitaka, ça se ressent énormément puisque les multibras ne se ressemblent pas tous. On le découvre au fil des chapitres. Il y a plein d'inspirations animales dans son histoire et c'est génial. Donc forcément, pour une arachnophobe comme moi, ça peut déranger, mais je trouve ça moins dérangeant que la nouveauté de chez Pika par exemple, que je n'ai honnêtement pas pu ouvrir parce que là pour le coup c'est beaucoup plus graphique et moi rien que ça me... Donc oui, c'est graphique dans Ashitaka aussi, mais comme c'est mécanique, comme c'est tourné de façon steampunk, comme c'est aussi dessiné d'une façon très particulière, ça m'a moins dérangé et j'ai honnêtement pas eu peur, donc c'est un bon point pour moi, voilà. Au niveau du dessin, justement, Ryo Sumiyuchi, je l'aime parce que elle a un dessin très délicat, très fin, et en même temps presque violent dans certaines scènes. Si vous avez lu Centaure ou même son Boy Love par exemple, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Et il y a des moments où les visages se tordent en des grimaces presque démoniaques. Alors Ashitaka, c'est son manga le plus récent puisqu'il est sorti en 2020 au Japon, pas qu'en France, mais j'ai trouvé que son dessin était peut-être un peu plus brut. Alors je dis pas ça dans le mauvais sens, c'est juste que effectivement j'ai vérifié avec les deux autres mangas que j'ai d'elle dans ma bibliothèque, le trait est un peu plus épais et dans les scènes d'action notamment, Ryo Sumiyuchi est du genre à faire beaucoup de mouvements dans ses planches, mais là comme c'est peut-être parce que c'est mécanique ou parce que c'est un vrai manga d'action pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait certaines planches qui étaient un poil difficile à lire. Ça déborde de partout dans la planche. J'ai eu un peu de mal de temps en temps à savoir, attends, qu'est-ce qu'il faut que je regarde en premier? Mis à part ça, j'ai vraiment adoré ce manga parce que bon, déjà je suis fan de l'auteur donc j'arrête de le dire, promis, mais aussi parce que c'est plein de sensibilité, petites idées hyper péchues, plein de douceur, d'amour. Honnêtement je suis curieuse de la découvrir dans ce récit purement shonen. Moi déjà j'aime beaucoup les shonen, j'ai fini par me l'avouer que j'étais fan des shonen. Mais ça intrigue énormément, ça me plaît et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et alors attention, je vous le dis parce que j'ai vu passer l'info, ce premier tome va sortir dans cette édition normale et dans une édition un peu collector avec des illustrations en plus, un petit coffret métallique. Si vous avez envie de tenter l'expérience, n'hésitez pas. Voilà, alors ça a été laborieux parce que tout s'est lié contre moi pendant ce tournage, mais je suis contente d'avoir pu vous parler de ces 3 coups de cœur de la rentrée. Donc si jamais vous les avez lus ou que vous allez les lire, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'ai lu. Ça me fera plaisir. Allez, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut.